Ravi de vous retrouver pour la rétrospective de l'actualité de la semaine à travers décryptage, édito et débat. Ça s'appelle 7 jours dans la savane. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Procès Kamao, arrestation des membres du mouvement Sauvons le Burkina, déplacement du président du Faso à Oursi pour féliciter les éléments du détachement mixte qui ont neutralisé 41 terroristes cette semaine. Sortie médiatique du Front patriotique et verdict dans l'affaire drame de Perquois. Voilà, entre autres, les sujets qui feront l'objet de décryptage au plan national et ce sera avec Alphonse Ouedraogo. Et hors du Burkina Faso, rebondissement dans l'affaire 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. La Côte d'Ivoire demande une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Le Mali n'entend pas s'inscrire dans cette démarche. Vous aurez l'analyse de notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adama Soro. Dans l'édito de la semaine, Soumaïla Rabo nous parlera de l'interdiction des marches au Burkina Faso et il dit que c'est une méthode improductive. Vous aurez donc toutes les explications. Et enfin, dans sa fête débat, il sera question du léger remaniement ministériel. Un seul changement, le ministère de la Défense désormais aux mains du président du Faso lui-même. Il est assisté d'un ministre délégué, le général Silas Keita. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement à la tête de ce ministère? Le remaniement aurait-il dû être plus profond que cela? Le président du Faso sera-t-il efficace à la tête de ce ministère quand on sait qu'il est déjà assez chargé? Deux invités seront avec nous pour tenter d'apporter des réponses à ces interrogations. Il s'agit de Bourema Ouedraogo, directeur de publication du journal Le Reporter, et de Mohamadi Ouedraogo, dit Madi de Gunguin. Il est membre du FLN, le Front de Libération Nationale. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de 7 jours dans la savane. Et tout d'abord, les décryptages de l'actualité nationale et nous sommes en compagnie de Alphonse Ouedraogo. Alphonse, bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, commençons par cette actualité. Transition politique au Burkina Faso. Le Front patriotique était devant la presse ce samedi. Le regroupement d'organisations de la société civile et de partis et politiques dégage une plateforme de 9 points pour le recadrage de la transition. Fatih Sankara et Amandine Tago nous en disent davantage avant qu'on en parle tout de suite avec Alphonse Ouedraogo. Refonder l'armée pour qu'elle passe d'une armée bureaucratique à une armée populaire, œuvrer sans délai pour une transition politique légitime et souveraine, mobiliser les peuples contre toute forme de domination et d'assujettissement par les grandes puissances. Voici quelques points saillants de la plateforme de lutte du Front patriotique. Le coordonnateur national du Front patriotique n'a pas pris des gants pour fouetter le régime du MPSR qui, selon lui, s'embourbe en marche arrière. Germain Bichounama. Nous avons dit que l'armée est une armée bureaucratique. C'est une armée de conscrits. C'est ce que nous avons dit. Alors, une armée par opposition populaire, c'est une armée qui n'est pas, j'allais dire, bureaucratique. C'est une armée qui fait appel au peuple en armes, en quelque sorte, pour gérer, notamment puisque c'est en fonction de la situation sécuritaire que nous avons parlé de l'armée, pour vaincre la situation sécuritaire qui se pose aujourd'hui à notre pays, il est nécessaire de mettre le peuple en armes. Évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on distribue des armes, qu'on va distribuer des armes au peuple, parce que ça peut être contre-productif. Mais avoir à l'idée que si le peuple n'est pas en mesure de se défendre lui-même, ça n'est pas une armée telle que nous l'avons classiquement ici, qui pourra venir à bout définitivement, n'est-ce pas, du phénomène du terrorisme. Le Front patriotique est-il prêt à s'engager avec la transition pour un gouvernement d'union nationale? Réaction de Germain Bichounama. Ce qui est important pour nous par rapport à cette question, c'est d'abord la plateforme du Front patriotique. Ce que nous voulons réaliser, le contenu. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans un gouvernement
pour faire la même chose. S'il y a un gouvernement d'union nationale, c'est autour de cela. C'est autour de notre projet que le gouvernement d'union nationale. Mais ça ne sera pas un gouvernement national autour de Damiba. Ça, il faut que ça soit clair. Parce que le projet de Damiba ne nous mènera nulle part. S'il y a union nationale, c'est un projet, c'est autour du projet qui prend en compte l'essentiel de la plateforme de notre Front patriotique. Face à ceux qui accusent le Front patriotique d'être sous le joug du MPP, Germain Bichou Nama remet les pendules à l'heure. Prenez ce que nous avons lu, vous pensez que c'est ça le programme du MPP? Mais ça va au-delà. Mais c'est un programme pour sauver le pays, ce n'est pas pour sauver un parti. C'est pour sauver le pays. Et nous-mêmes, nous pensons, bien que le MPP soit à l'intérieur effectivement de ce regroupement, si le MPP ne change pas de mentalité et d'approche par rapport à la politique, il n'ira pas loin. Aucun parti n'ira loin, encore moins le pays n'ira loin si nous continuons dans cette manière de faire la politique. Il faut carrément changer de manière de faire la politique dans notre pays. Pour ce qui est des perturbations survenues lors du lancement du Front patriotique, une plainte a été déposée et le dossier suit son cours. Voilà, et nous voici de retour sur ce plateau avec Alphonse Ouedraogo. Alphonse Ouedraogo, vous venez de suivre les 9 points de la plateforme du Front patriotique. Quel est votre commentaire? Alors, à écouter donc, les responsables du Front patriotique, je retiens seulement quelques points. Le premier, c'est par exemple œuvrer à ce qu'il y ait une transition politique parce que c'est important. Nous avons affaire donc à une situation qui est là, qui se stagne. On ne bouge pas. Je pense que cette dynamique-là pourra vraiment apporter quelque chose à écouter donc les explications. L'autre élément, c'est surtout sur l'armée. Tout le monde parle de la refondation de l'armée. Mais la refonder sous quel angle? Je pense que c'est dans les discussions, dans un cadre bien donné, qu'on pourrait vraiment donner un contenu à ce qui est donc chanté partout. Vous n'êtes pas favorable à la proposition du Front patriotique qui dit qu'il faut quitter de la statue d'une armée bureaucratique à une armée populaire. Ça veut dire qu'il parle de peuple en armes. Oui, vous ne vous inscrivez pas dans cette... Non, pas que je ne m'inscris pas dans cette hypothèse-là, mais vous savez, que ce soit ceux qui sont dans les bureaux ou ceux qui sont sur le front, je pense que c'est complémentaire. Parce qu'on ne peut pas mettre des hommes sur le terrain sans qu'il y ait quand même un schéma de travail bien clair. Je pense que c'est cet élément-là qu'il faut retenir. La refondation, elle est importante, mais je ne crois pas qu'elle soit la bonne si elle est chantée sur la place publique, si même ceux qui ne peuvent pas vraiment apporter grand chose se mettent à se faire transformer en experts. Mais l'un dans l'autre, c'est le contexte qui le demande. Nous sommes ici à la recherche d'une issue par rapport à la situation présente. Donc je pense que toute proposition tendant à nous faire sortir de cette situation-là, il faut quand même l'essayer. Donc naturellement, c'est une proposition parmi tant d'autres. L'autre élément, c'est effectivement quand il parle de armer la population, une armée populaire. Nous avons entendu cela avec le parti, le PPS, il y a quelques jours. Oui, le PDPS de Toro Drabo. Oui, de Toro Drabo. Mais tout le monde, chacun donne son idée. Et je pense qu'il n'y a pas meilleure solution quand on va arriver à un dialogue où vraiment le respect va prévaloir, où on va donner la parole à tout un chacun, où véritablement on doit pouvoir se parler face à face avec tout le respect qui s'y est. Et je pense que dans ce cadre-là, on peut arriver à avoir, en tout cas, arrondi les angles. Alors, vous avez parlé de la proposition aussi d'une transition politique. Oui. Au début, quand on écoute Germain Bichou Nama, il dit qu'un gouvernement d'union nationale, c'est possible, mais pas autour de Damiba. De Damiba, ben, comprenez donc déjà ce préalable-là qui indique que c'est difficile vraiment de trouver une issue très rapidement. L'essentiel,
qu'on puisse se parler et dans ces échanges, on peut arriver à trouver des solutions. Mais si on pense à mettre en place une transition civile parce qu'on critique celle qui est là aujourd'hui, et on a déjà à l'esprit qu'on ne va pas faire corps autour du chef de l'État. Je pense que c'est... chacun n'a qu'à analyser. Mais le Front patriotique dit être convaincu qu'avec avec le programme de Damiba, avec en tout cas la trajectoire qu'a pris le président Damiba avec son gouvernement, on ne pourra pas sortir de l'ornière. C'est ce qui l'amène à dire cela. Oui. Moi, je crois que le programme connu de tous, c'est la restauration de la sécurité. C'est faire en sorte que toutes les zones qui ont été perdues soient reconquises. Ça, ce n'est quand même pas un programme caché. Et je pense qu'il n'y a pas un programme aujourd'hui mieux que cela. Maintenant, est-ce que le schéma qui a été mis en place, ce qu'on est en train de dérouler, c'est vraiment le bon schéma? Ça, c'est critiquable. On peut critiquer parce que chacun peut apprécier en sa manière. Mais moi, j'aurais bien apprécié ce que le Front patriotique est en train de faire comme travail. Si véritablement c'était pour offrir ce service-là aux candidats, aux élections à venir, c'est quand même un travail sérieux. Avant d'arriver aux élections, il faut remettre les pays sur les rails, comme ils le disent. Comme ils le disent plutôt. Parce qu'il y a nécessité. Parce qu'il y a nécessité. Et comme je l'ai dit, il n'y a que de par le dialogue que nous pouvons nous comprendre. Si vous pensez pouvoir faire mieux que des gens qui sont en place, si vous pensez faire mieux, et peut-être sans ces personnes, je pense que c'est difficile. Le Front patriotique doit continuer dans les réflexions, mais il doit aussi ouvrir, faire une ouverture à tout le monde. Je pense qu'il n'y a pas de place à l'exclusion aujourd'hui. Nous avons tous besoin de tout le monde. Ça m'étonne que dans leur façon de faire, je ne sens pas le mot réconciliation, inclusion avec toutes les composantes. Je pense que c'est en même temps une idée qu'il faille donc inscrire, intégrer et ensemble on va pouvoir avancer. Alors, quand il demande par exemple de faire en sorte que le Burkina Faso sorte de certaines emprises extérieures, est-ce que ça, c'est pas un bon point à noter? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le Front patriotique qui critique cela, que ce soit au niveau des mouvements, société civile, de part et d'autre, des voix s'élèvent pour effectivement demander cette indépendance, cette autonomie à tous les niveaux. De ce fait-là, je pense que c'est un point très important. On ne peut pas prétendre se développer, être un pays émergent quand on est toujours un pays où des gens depuis l'extérieur tirent les ficelles. Je pense que ce n'est pas juste. D'où cette inquiétude qui a été exprimée. Par le Front patriotique, en tout cas qui était samedi devant la presse. Merci à vous, Alphonse Ouedraogo. Et on va poursuivre avec le décryptage de l'actualité nationale. Le chef de l'État burkinabé était à Oursi cette semaine pour encourager les éléments du détachement mixte de cette localité. Ils ont neutralisé 41 terroristes lors des combats suite à une embuscade qui leur a été tendue. L'on a déploré malheureusement 8 soldats tombés. Les éléments ont été décorés de la croix du combattant pour leur farouche résistance. Écoutons le chef de l'État, Paul-Henri Damiba, avant de revenir tout de suite sur ce plateau. Il faudra que nous puissions toujours maintenir les camps. L'endroit des personnels et aussi particulièrement et de Déou, il faudra davantage redoubler d'efforts et rester dans la même dynamique de la patrie mixte d'hier. Hier, c'est nous qui sommes tombés dans une embuscade, mais ils ont compris que désormais, on ne va plus tomber dans une embuscade facilement. Ils ont compris cela, donc il faudra rester très vigilant. Très vigilant, pour moi, ça veut dire quoi? On ne peut pas être sur une position, sachant qu'il
il y a l'ennemi à 5-10 km autour de nous et puis on ne développe pas d'initiative. Tant que l'ennemi aura le temps de rester à côté, faire des préparations et puis venir, on sera toujours perturbé dans la conduite de nos activités. Donc il y a lieu de le dévancer au niveau des renseignements et au niveau aussi des opérations. C'est au nom de l'ensemble du peuple burkinabé que je suis venu saluer le courage d'hier, que je suis venu encourager quand des gens se lèvent contre nous, quelle que soit la raison, il ne nous appartient pas de rester assis. De rester assis. On ne va pas s'asseoir et puis permettre qu'on vienne nous attaquer et puis voilà, qu'on vienne faire des deuils chez nous. Donc, le deuil sera de leur côté. Les défaites doivent être désormais de leur côté. Et Dieu fera en sorte que sa main nous garde et nous préserve. Et l'on retrouve une fois de plus Alphonse Ouedraogo. Alphonse, 41 terroristes neutralisés, 8 soldats tombés, le chef d'État qui s'y rend, qui encourage les éléments et qui leur décerne la croix de combattant. Quelle est votre analyse? Je pense que c'est une très bonne chose, encore que ce n'est pas nouveau, avec le détachement de vers Barsalgo, Bourzanga, voilà, le détachement de Bourzanga, quand il a eu cette résistance farouche, oui. Le chef de l'État s'y est rendu, comme dans d'autres localités d'ailleurs. Je pense qu'il a inscrit cela dans sa façon de remonter le moral de la troupe, parce que c'est très important. Souvent, ce n'est pas les indemnités seulement qui puissent vraiment encourager les soldats au front, mais manifester cette solidarité envers les hommes sur le terrain, c'est très important. Et cette façon de faire du chef de l'État doit être poursuivie et perpétuée. Cependant, on a vu que des décorations ont été décernées, on a vu les encouragements, les mots d'encouragement, on a écouté beaucoup de choses, mais après cela, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui pourra vraiment donner du tonus, du courage à ces hommes-là qui sont restés dans une zone délicate? Parce que quand on parle de Oursi, pour qui connaît donc cette zone, ce n'est pas à quelques 5 km de Ouagadougou, c'est vraiment un coin très reculé. Dans l'Oudalan. Dans l'Oudalan. Donc, imaginez tout ce qui peut arriver, ce qui vous guette comme danger. Je vais dire qu'au-delà de ces encouragements, ces décorations, on a encore quelque chose à faire. Il faut les encourager. Il faut essayer de voir au niveau des indemnités s'il y a à majorer. C'est très important. Ils sont là sur place, ils ont des familles à gérer et ils sont dans une guerre qu'on ne connaît pas. L'issue, c'est à quel moment. Donc, je pense que il y a quelque chose qu'on doit faire, encourager ceux qui sont sur le terrain, augmenter les indemnités, faire en sorte que de là où ils sont, qu'ils puissent vraiment sentir cette chaleur-là, des populations qui seront restées à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, un peu partout, qu'on comprenne que nous sommes véritablement en guerre. Et si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup qui étaient pressés d'aller au Darfour parce que c'est une guerre, c'est là où on peut avoir beaucoup de sous, d'argent. Ben, on peut aussi faire la nôtre de cette manière, encourager beaucoup de gens. Je pense que si on arrive à ce schéma-là, on ne trouverait pas cet élément-là qui va vouloir rester dans les grandes villes parce que là où on peut avoir quelque chose, c'est au front. Voilà. Donc, la croix du combattant, c'est bien, mais ce n'est pas arrivé. Il faut majorer aussi les indemnités de ces éléments qui affrontent la mort tous les jours dans les zones à fort défi sécuritaire. Merci à vous, mais on sait aussi qu'au cours de cette visite, le président du Faso invitait les soldats de ce détachement à aller chercher les terroristes là où ils sont, parce que pour Paul-Henri Sandaogo Damiba, à chaque fois que les terroristes auront le temps de s'organiser tout autour des détachements, il y aura toujours attaque. Donc il est important de les dévancer en termes de renseignements et en termes aussi d'action offensive pour ne pas qu'ils aient le temps d'attaquer les positions des forces armées. Que dites-vous par rapport à cela?
Oui, c'est tout à fait juste parce que même si on est fort, quand vous êtes surpris, c'est difficile de vous défendre comme il se doit. Oui. Mais lorsqu'on a des informations qui montrent que l'ennemi avance vers nous, il faut très rapidement réagir. Et quand on parle de la guerre, c'est celui qui va agir premièrement, qui a en tout cas a de la forte chance de vaincre. Qui a l'avantage. Qui a l'avantage. Et sur ce cas-là, je pense que il faut créer les conditions de cette réaction très rapide, au lieu donc des ripostes. Donc, cette préoccupation ou cette doléance doit être remontée à un niveau supérieur, parce que les soldats qui sont sur le terrain travaillent aussi en tandem avec ceux qui ne sont pas sur le terrain, mais qui donnent des ordres. Je pense qu'il y a tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte. Merci à vous, Alphonse Ouédraogo. On va passer à une autre affaire. Lolo Mathias Kambou était à la barre du tribunal de grande instance Ouaga un vendredi. Il devait répondre des faits d'outrage au chef de l'État. L'inculpé, qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés, a eu pour sa défense d'éminents avocats du Burkina Faso, du Sénégal et du Mali, 10 au total, dont Maître Prosper Farama et Maître Guy Hervé Kam du Burkina, Maître Moussa Sarr du Sénégal et Maître Souleymane Konaté du Mali, pour ne citer que cela. Le procès se poursuivra vendredi prochain. Alphonse, un commentaire? Alors, déjà, ce qu'on a pu voir, un procès qui a mobilisé autant d'avocats, c'est pas la personne qui est ici poursuivi, qui pose débat, mais les chefs d'inculpation. Quand on dit outrage au chef de l'État, que ce soit vous, que ce soit moi, je pense que ça suscite donc des interrogations. Qu'est-ce que l'intéressé a pu tenir comme propos qui puisse vraiment concourir donc, à retenir ces chefs d'inculpation contre lui? Je pense que cela a très rapidement sonné comme une alerte au niveau du monde des avocats. Il y a des gens qui sont venus même, peut-être même, c'est un travail gratuit, voilà, ils ne vont pas donc émarger parce que c'est ce que Maître Prosper Farama a dit. Donc voici donc une infraction moyenâgeuse, parce que au vu de notre démocratie, même si elle est jeune, on ne pouvait pas penser qu'on devait encore être dans ce registre-là. L'un dans l'autre, c'est la leçon que nous allons retenir. Qu'on comprenne qu'on peut s'exprimer, il y a la liberté d'expression, mais il y a quand même des limites. Parce qu'il y a des enfants qui nous suivent, il y a des gens plus âgés qui nous suivent, le monde entier nous suit, en ce sens qu'on ne doit pas donner place à des choses qui peuvent vraiment tenir l'image de notre pays. Donc je pense que je vois les choses de cette manière, et on attendra donc le verdict qui va tomber d'ici là. On attendra le verdict. Rappelons que le procès devra se poursuivre vendredi prochain. En attendant ce verdict, disons que le verdict du procès sur les drames de Perquois est quant à lui tombé. Le tribunal de grande instance de Koudougou a délibéré mercredi. Le directeur de Nantou Mining, société exploitante de la mine des zinc de Perquois, a été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 24 mois de prison avec sursis et à une amende de 2 millions de francs CFA. Le directeur de Bernekut Burkina, une société sous-traitante de Nantou Mining, a lui aussi été déclaré complice d'homicide involontaire et condamné à 12 mois avec sursis et à une amende d'1 million de francs CFA. Le tribunal a par ailleurs ordonné la relaxe de la mine en tant que personne morale et de 2 autres personnes pour infraction non constituée. Alphonse Ouédraogo, 2 ans de prison avec sursis et une amende de 2 millions pour le DG de Nantou Mining et 1 an de prison avec sursis et une amende d'1 million pour le directeur de Bernekut Burkina, une société sous-traitante. Quel commentaire par rapport à ce verdict-là? Le commentaire qu'on peut laisser ici, c'est comme a déjà dit, il y a beaucoup de personnes qui ont, surtout les travailleurs, qui disent que ce procès est pédagogique.
parce qu'il y a ces conditions-là qui n'étaient pas réunies au niveau donc, des sites miniers. Il n'y a pas que le site de Perquois. Peut-être même que si on fait le tour dans beaucoup de sites miniers, vous verrez qu'il y a des lacunes. Alors qu'il y a des principes qui sont clairs, il faut veiller au respect de la vie des employés. Parce que si on peut avoir cette possibilité de travail, c'est parce qu'il y a des hommes sur le terrain. Et on a intérêt à préserver leur vie. Donc, ce projet est pédagogique parce qu'il aurait permis de comprendre qu'on gérait les choses avec toute une légèreté, ce qui n'est pas normal. Par rapport aux sanctions qui sont tombées, des gens trouvent effectivement qu'on pouvait aller au-delà, mais les juges ont donc retenu ce qu'on a pu citer tout à l'heure. L'autre élément, cela donc a permis de pouvoir poursuivre le travail. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans cette mine-là. Si on venait donc de prononcer la fermeture de la mine de Perquois, je pense que les conséquences seront donc multiples. Et on peut quand même s'en féliciter de ce qu'on a pu avoir comme leçon, ce qu'on a pu avoir aussi comme conseil, parce que d'ici là, les choses vont reprendre, c'est-à-dire les activités vont reprendre, mais pas avec les lacunes qui ont été donc citées. Là où je voudrais souligner, c'est l'implication du gouvernement jusqu'à ce que le verdict tombe. Je vais dire que la gestion de la crise, le gouvernement, à travers quelques ministres, notamment Bassolma Bazier, s'est impliqué activement. Je pense que c'est de cette façon-là qu'il faut gérer des crises lorsqu'elles surviennent, avec toutes les informations portées à l'endroit de la population. Je pense qu'il n'y a pas eu un aspect qui a été caché à la population. Les détails ont été donnés. Kamou, je vous dis que si ce procès ne s'était pas tenu et qu'on allait attendre une année, 5 ans, ça allait être un élément qui va susciter des réactions toutes les années. Et je pense qu'on n'avance pas avec cela. Pour ce qu'on a pu voir, il y a eu des pertes en vie humaine. On ne peut pas remplacer la vie d'une personne. Mais j'ai retenu l'engagement de la mine à dédommager même au-delà de ce que la loi a prévu. Donc, je pense que déjà, ça c'est une manifestation d'une solidarité envers les familles des victimes. Et il faut espérer que cela va se faire très rapidement. Espérons donc que ces familles seront dédommagées. Occasion aussi de dire paix aux âmes des 8 personnes disparues, emportées donc par les eaux dans l'inondation de cette mine. C'était déjà en avril 2022. Donc un procès pédagogique selon vous, mais qui préserve aussi la continuité des activités de la mine. Ça veut dire en même temps que ça préserve des emplois. Donc merci pour votre regard sur cette actualité. Ça a été un plaisir. C'est tout donc pour les décryptages de l'actualité nationale et à l'international. Rebondissement dans l'affaire des 46 militaires ivoiriens détenus au Mali. Le Mali exige l'extradition de certaines personnalités réfugiées en Côte d'Ivoire en contrepartie de la libération des 46 soldats. La Côte d'Ivoire dénonce quant à elle ce qu'elle qualifie désormais de prise d'otages et demande une réunion extraordinaire de la CEDEAO. Le Mali estime que l'affaire est purement bilatérale et n'entend pas s'inscrire dans une démarche impliquant la CEDEAO. C'est de cela que nous parlons avec notre spécialiste des questions internationales, Amadé Adamasoro, qui vient de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Kambo, bonjour à toutes et à tous. Alors, nous parlons de cette affaire des 46 militaires détenus au Mali, 49 devenus 46 avec la libération des 3 soldats. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire qui exige la libération pure et simple de ces 46 soldats, demande une réunion d'urgence de la CEDEAO parce que l'affaire devient une menace à la paix dans la sous-région selon la partie ivoirienne. Que peut faire la CEDEAO dans cette affaire selon vous? Très bien. Je pense que tout ce que la CEDEAO peut faire, à mon avis, c'est d'appeler les 2 parties à la négociation, même s'il y a une négociation
qui n'a certainement pas porté tous les fruits escomptés, à part la libération de ces 3 soldats de sexe féminin. Les hommes sont restés, à savoir les 46 soldats sont restés donc sous, n'est-ce pas, la garde, pour ainsi dire, des autorités maliennes. Alors, donc, ici, je pense que ça sera un précédent. Ça sera un précédent pour la CEDEAO de devoir trancher dans un litige qui oppose 2 pays membres. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas connaissance des textes fondateurs de la CEDEAO, même si le volet intégration régionale peut impliquer des efforts, de bons offices, quand il y a un souci entre 2 pays, mais la principale mission donc, de la CEDEAO, c'est de travailler à l'intégration économique dans un premier temps, mais aussi récemment politique donc, des pays de la CEDEAO. Si aujourd'hui la CEDEAO est appelée alors, à trancher, puisque ici il s'agit donc de trancher, parce que alors, la cause est connue, le problème est connu, les actions qui ont été menées sont également connues, donc il s'agit maintenant de trouver une issue à la question. Quelle sera en tout cas la marge de manœuvre de la CEDEAO pour ne pas heurter un peu la sensibilité d'un pays ou de l'autre. Surtout qu'il y a un précédent malien qui est là. Bien sûr, ce n'est pas le même sujet, mais la CEDEAO a adopté en tout cas une position à l'encontre du Mali et par rapport au coup d'État qui s'est donc opéré là-bas, et que par rapport également à tout ce qu'on a connu, tout le bruit qui a eu lieu, notamment sur la période de la transition et d'autres questions. Donc ici, je pense que la CEDEAO, qui peut-être pas elle-même, mais certains pays membres de la CEDEAO, notamment le Togo, le Nigeria, la Guinée, le Burkina Faso, notamment donc ces pays avaient essayé donc de trouver une issue diplomatique à la question. Ça s'est soldé, comme je l'ai dit, par la libération de ces 3 soldats. Mais le fond du problème reste intact, puisque de part et d'autre, il y a manifestement au niveau de la Côte d'Ivoire une persistance à dire que ces soldats sont rentrés sur le territoire malien en bonne et due forme. Même si, dans le communiqué d'avant, on a déploré des manquements. Alors lorsqu'on arrive à déplorer des manquements, cela suppose que quelque chose n'a pas été fait comme il se doit. Alors, moi, je reste sur ma position. Je ne pense pas que la Côte d'Ivoire ait voulu déstabiliser le Mali en envoyant ces 49 soldats qui seront une goutte d'eau voilà, donc dans la mer pour s'adonner à des activités de déstabilisation. Mais c'était une occasion en or que le Mali peut-être attendait pour régler ses comptes avec la Côte d'Ivoire, qui a été considérée comme, je vais dire, donc, la tête de file, le pays de file donc de ceux qui ont en tout cas milité pour les sanctions contre le Mali. Et évidemment, il y a d'autres questions, peut-être aussi pécuniaires, parce que d'après ce qui est ressorti, c'est que ces militaires-là venaient pour sécuriser une compagnie privée étrangère. Alors donc ce sont des manques à gagner pour peut-être le trésor malien. C'était aussi peut-être une occasion pour eux de le voir. Mais tout ça, ce sont des considérations marginales. Le fond du problème reste que le Mali entend en tout cas prendre sa revanche, en tout cas sur la Côte d'Ivoire par rapport à cette question des sanctions. Par rapport à cette question des sanctions et le nouveau développement qu'il y a eu, c'est que le Mali exige aujourd'hui l'extradition des personnalités maliennes qui sont actuellement ou qui seraient actuellement en Côte d'Ivoire en contrepartie de la libération des 46 soldats, ce qui amène la Côte d'Ivoire à parler désormais d'une prise d'otages, parce que selon les Ivoiriens, si on exige l'extradition de ces autorités, ça veut dire que l'affaire quitte la voie judiciaire. Est-ce que ça, ce n'est pas logique? Vous savez qu'en matière politique, il ne faut pas souvent se fier au narratif, c'est-à-dire aux éléments de langage. Souvent, ce sont des éléments de langage qui peuvent traduire un certain agacement ou en tout cas une certaine colère. Tout le monde sait que ce n'est pas une prise d'otage.
quand nous tous, on sait comment ça se passe, comment ça se passe, donc les prises d'otages. La Côte d'Ivoire parle des prises d'otages parce qu'elle considère l'exigence de l'extradition des personnalités maliennes comme une façon pour les Mali de réclamer une rançon. Donc, mais il ne s'agit pas d'une rançon ici, justement. Voilà. Il s'agit en tout cas d'une occasion en or qui a été donnée au Mali de régler ses comptes avec la Côte d'Ivoire. Mais je pense qu'on ne doit pas pousser les bouchons très loin, d'autant plus qu'il y a des liens séculaires et de voisinage entre les deux pays. Mais je pense que l'ensemble des pays de la sous-région donc, doivent s'inscrire dans une logique de règlement des différends, qu'ils soient des différends politiques, économiques et sociaux, à l'amiable. Est-ce que le fait de quitter la voie judiciaire pour demander en contrepartie l'extradition des personnalités maliennes ne fait pas perdre des points au Mali dans cette affaire? Non, c'est qu'on oublie que dans cette affaire, le président Assimi Goïta est le président du Conseil supérieur de la magistrature. À ce titre, il peut donc non seulement accorder une grâce à ses 49 soldats, maintenant 46, il peut également demander l'annulation pure et simple des poursuites. Voilà, en tant que... au profit d'un règlement diplomatique ou d'un règlement à l'amiable, etc. Voilà. Donc c'est à ce titre qu'il avait cette contrepartie. Absolument. Donc à ce moment, en tant que président de la transition, donc chef de l'État et président du Conseil supérieur de la magistrature, et il a toutes les cartes en main. Qu'est-ce qui va permettre, n'est-ce pas, au Mali, qui a également une opinion publique nationale à laquelle il faut contenter, entre guillemets, et qu'est-ce qui va également donner Alassane Ouattara au Mali et également contenter une certaine opinion publique nationale? C'est là en fait que la question se pose. Je vois très mal un Alassane Ouattara se rabaisser pour faire une demande de pardon solennel au Mali. Et je vois également Goïta, je vois mal donc Goïta dans cette position d'égal dire ok, nous cédons au chantage, nous cédons à la pression et on libère en fait, ça va créer un précédent. Alors si les deux ne vont pas céder, si Alassane ne va jamais s'agenouiller comme vous l'avez dit pour négocier et que dans le même temps Assimi Goïta ne va pas céder, et à quoi peut-on s'attendre? Parce que quand on écoute les communiqués issus du Conseil national de la sécurité ivoirienne le 14 septembre, on a eu l'impression que la Côte d'Ivoire est en train de dire qu'elle est fatiguée de négocier, qu'elle exige désormais la libération pure et simple de ses soldats. Si on reste dans ces positionnements, à quoi peut-on s'attendre? Vous savez que dès les premiers instants des arrestations, la Côte d'Ivoire avait demandé à ce qu'on libère immédiatement. Voilà, ça fait exiger, c'est pas la suite maintenant, puisque en temps, si vous vous souvenez, lors d'un déplacement en Afrique du Sud, la Côte d'Ivoire Alassane Ouattara avait demandé à ce que l'ONU se prononce sur la question. Mais lorsque la déclaration de l'ONU n'était pas en faveur de la Côte d'Ivoire, alors maintenant ça a pris une autre tournure. Donc ici, moi je pense que c'est un laxisme. C'est un laxisme qui a été amplifié en réalité, pour les raisons que je viens donc d'évoquer. Je pense que ça ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Tôt ou tard, les deux parties vont trouver un terrain d'entente. Maintenant, le prix à payer, c'est quoi? Est-ce que la Côte d'Ivoire va, et ce n'est pas la première fois, c'est vrai qu'il n'y avait pas de contrepartie, mais nous avions des recherchés par la justice en Côte d'Ivoire, et que Alassane Ouattara nous les a transférés ici, notamment les ex-membres du RSP pendant la transition. Donc ce n'est pas la première fois. Il y a également eu le Ghana qui a donc transféré, ou du moins je vais dire, envoyé des Ivoiriens donc qui étaient extradés, donc des Ivoiriens qui étaient au Ghana et qui étaient recherchés. Donc ce n'est pas la première fois que cela arrive dans les relations entre les pays. Maintenant, est-ce que vous êtes en train de dire qu'à un moment donné, Alassane Ouattara va prendre la décision d'extrader les personnalités maliennes pour qu'en échange, les 46 soldats soient libérés? Je ne suis pas sûr, ou je n'ai pas en tout cas la prétention d'évancer, comme on dit, l'Iwan dans l'eau, parce que je ne suis pas dans la tête d'Alassane Ouattara. Et je ne sais pas quel moyen de pression il dispose pour effectivement réclamer le retour de ces soldats ivoiriens sans une contrepartie. Je ne sais pas également sur quoi s'appuie effectivement, quelle est la force de frappe
du Mali, enfin d'Assimi Goïta, et par rapport à cette question. Mais je pense que ici, si on revient à la première question, à savoir l'intervention de la CEDEAO. Si intervention il doit avoir lieu, ça doit être une intervention basée sur un règlement pacifique à l'amiable de cette crise. Il ne faut pas que la CEDEAO, qui n'a pas déjà bonne presse, hein, comme vous le savez, surtout dans les opinions publiques africaines, notamment auprès des plus jeunes, elle ne doit pas s'inscrire dans une, en tout cas, posture d'escalade, voilà, pour essayer donc d'envenimer encore la situation. Le Mali d'ailleurs ne veut pas de l'implication de la CEDEAO dans cette affaire, parce que pour les Maliens, c'est une affaire purement bilatérale. C'est qui est exact. Les Maliens reprochent à la Côte d'Ivoire d'ailleurs de vouloir multilatéraliser l'affaire. Absolument. Et quand on dit qu'il y a une crise sous-régionale en perspective, je ne vois pas en quoi cela peut déboucher sur une crise régionale ou sous-régionale, parce que c'est après tout une affaire entre deux États qui sont voisins, qui ont des familles, de part et d'autre, qui en tout cas une histoire ancienne, et je ne pense pas que ça va déboucher sur un conflit ou sur d'autres formes de résolution plus radicales. Ce qui est sûr, d'ici là, forcément, peut-être on va faire intervenir d'autres personnes plus écoutées des deux parties, et pourquoi pas d'autres puissances, pour que vraiment on puisse tourner définitivement cette page triste. C'est que les gens aussi oublient de souligner, c'est qu'il y a eu d'autres contingents qui sont venus par la suite, mais qui n'ont pas eu de problème. Donc ici, vraiment, le Mali aussi pense être dans son droit d'exiger toute la lumière sur cette question. Mais jusqu'à présent, il est difficile en tout cas de pronostiquer sur l'issue de cette affaire. C'est très difficile de pronostiquer, à moins de jouer au devin. En tout cas, c'est très difficile. Mais je pense qu'il y a eu des crises encore plus dramatiques que ça. Je pense que le bon sens et la sagesse vont l'emporter in finish, et que alors donc au finish les deux pays puissent en tout cas renouer avec les moments donc de bon voisinage et de partage mutuel du destin commun. Comme je l'ai dit, il y a eu un précédent et le Mali donc a voulu également marquer un but, voilà, ou du moins égaliser par rapport à ce qui s'est passé en ce qui concerne les sanctions. Merci à vous, Amadea Damasoro, pour le décryptage de cette actualité. C'est tout donc pour cette page décryptage. L'édito, c'est juste après la virgule. Et comme à l'accoutumée, c'est le directeur de l'information de Savane Média qui s'installe pour l'édito de la semaine. Bonjour à vous, Soumaïla Rabo, et bienvenue. Merci, Roberto Cambo. Bonjour à vous. Bonjour à toutes et à tous. Alors, dans l'édito de cette semaine, il est question de l'interdiction des marches au Burkina, et vous dites que c'est une option improductive. Tout à fait. Une option improductive dans la mesure où interdire une marche ne peut pas mettre fin aux raisons qui ont motivé la marche, c'est-à-dire le mécontentement des citoyens qu'ils entendaient exprimer à travers une manifestation publique éventuellement bruyante pour prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Dans tous les cas, à partir du moment où vous interdisez la marche, vous faites le même témoignage à l'opinion nationale et internationale, qu'il y a des citoyens qui sont mécontents, mais seulement à la différence que là, vous dites à l'opinion nationale et internationale que vous voulez étouffer ces mécontentements-là. On ne peut pas étouffer des mécontentements. On ne peut pas étouffer des malaises populaires. On ne peut pas étouffer la famine quand elle est présente et prégnante. Donc c'est totalement une option improductive que d'interdire des marches qu'on aurait dû encadrer, ou pour lesquels on aurait dû rencontrer les leaders, avant ou après, pour discuter des motivations réelles de la marche. Et c'est essentiel en démocratie, parce que c'est ça qui montre que le dirigeant est au service de son peuple et du citoyen.
quand un citoyen veut marcher, c'est parce qu'il y a des motifs réels de marcher. C'est parce que peut-être qu'il a essayé d'autres démarches qui n'ont pas donné satisfaction et qui se voit dans l'obligation, on va dire comme ça, de marcher pour non seulement informer l'autorité qui doit traiter de la question, mais prendre à témoin d'autres acteurs. C'est pourquoi, il y a quelques mois, nous disions que les OSC pro-Russie qui marchaient n'étaient pas des ennemis du pouvoir. C'était des Burkinabés qui avaient besoin de mieux-être et qui pensaient qu'en passant par la coopération avec la Russie, nous obtiendrons ce mieux-être-là. Et nos dirigeants étaient censés en être plus proches que des terroristes qu'on avait présentés comme des gens avec qui c'était possible de dialoguer. Et vous vous souviendrez qu'en son temps, j'avais dit que le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale, Yero Boli, était bien placé pour dialoguer avec les leaders de ces OSC-là, pour que ces OSC-là comprennent la démarche de l'État et du gouvernement qui est en place, dans le sens de nouer des partenariats stratégiques porteurs. Je ne sais pas si ça a été fait ou ça n'a pas été fait, mais la situation c'est que il n'y a plus autant de marches ou il n'y a plus autant d'intentions de marche qu'on en avait entendu parler il y a quelques mois. Voilà. C'est la même chose à Waïguia, où une marche a été interdite. Ça n'empêche pas les citoyens de passer par d'autres moyens et d'autres canaux, dont les médias par exemple, pour exprimer leur ras-le-bol. Et le ras-le-bol la porte sur la demande citoyenne pressante qui dure maintenant des années d'avoir davantage de sécurité et de protection. Voyez-vous, et ça, on ne peut pas l'étouffer. De Waïguia à Dori, de Dori à Banfora, ou à Dédougou, à Nouna, ou à Po, ou au Manga, je ne sais où encore, on ne peut pas étouffer ce malaise social qui a justifié même l'arrivée au pouvoir du président Damiba. Donc il faut encadrer ces manifestations-là, ou du moins il faut négocier, parlementer avec les leaders qui sont à la base de ces manifestations-là, pour voir si ce n'est pas possible de faire autre chose que de manifester. Parce que si nous sommes au service, je veux parler des dirigeants, si nous sommes au service des citoyens qui demandent davantage de sécurité, en parlant avec eux, nous allons trouver les solutions à leurs problèmes d'insécurité. Encore que nous sommes là pour ça. Et si on regarde la charte des valeurs que le pouvoir ne promeut pas et ne met pas sur la place publique, alors que ça fait partie des boussoles de la transition, on devrait y trouver les valeurs de solidarité, de compassion, d'entraide, qui doivent être essentielles dans la transition que nous traversons. C'est ça qui doit montrer que nous sommes les plus proches possibles de nos concitoyens, pour les rassurer, parce que c'est de la confiance là que nous allons obtenir l'unité que nous demandons pour faire face au terrorisme. Dans ces conditions-là, interdire une marche ou des marches est totalement improductif. Et à Dori, les gens ont marché. Il n'y a pas eu d'interdiction, même si le gouverneur n'a pas reçu le message des marcheurs comme il l'entendait. Mais rien ne s'est passé après. Après que les citoyens ont exprimé leur malaise, leur mécontentement, leur ras-le-bol, ils sont davantage déchargés d'un fardeau que si vous étouffez les mécontentements qui les habitent. C'est pourquoi il ne faut pas faire comme le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a fait, étouffer les mécontentements au point de subir un coup d'État. Il ne faut pas faire comme on l'a fait par le passé, empêcher les gens d'exprimer des droits citoyens. Il faut dialoguer, mettre tout le monde dans l'œuvre de recherche collective de la sécurité et de la paix. C'est de cette façon-là que nous allons prendre le dessus sur les terroristes. Ce n'est pas en interdisant les marches, parce qu'en interdisant les marches, les dirigeants s'éloignent de leurs citoyens. En interdisant les marches, les dirigeants s'éloignent de leurs citoyens. Donc, l'interdiction des marches est une méthode improductive. En tout cas, c'était le thème de l'édito de cette semaine. Vous avez suivi toutes les explications de notre éditorialiste. Merci à vous. Merci. Merci. Et après l'édito, tout de suite, ça fait débat après la virgule.
Dans sa fête débat, il est question du léger remaniement ministériel intervenu cette semaine. Un seul changement, le ministère de la Défense, désormais aux mains du président du Faso lui-même. Il est assisté d'un ministre délégué, le général Silas Keita. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement à la tête de ce ministère? Le remaniement aurait-il dû être plus profond que cela? Le président du Faso sera-t-il efficace à la tête de ce ministère quand on sait qu'il est déjà assez chargé? Deux invités avec nous pour tenter d'apporter des réponses à ces interrogations. Il s'agit de Bourema Ouedraogo, il est le directeur de publication du journal Le Reporter, et Mohamadi Ouedraogo dit Madi de Gungue, il est membre du FLN, le Front de Libération Nationale. Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Kambou, bonjour mesdames, messieurs. Bonjour Kambou, bonjour mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci donc d'être là. Nous parlons de ce remaniement ministériel. On sait que depuis un certain temps, il y avait des rumeurs en tout cas qui couraient sur un remaniement ministériel. Alors, quand on lisait certains journaux, on avait l'impression que le ministère de la Défense n'allait pas être touché. Et finalement, c'est le seul ministère qui est touché. Bourema Ouedraogo, est-ce que cela a été une surprise pour vous? Oui, d'abord c'est une surprise, parce que si je dis que je n'ai pas été surpris, je n'aurais pas dit la vérité. Je fais partie de ceux qui ont été surpris effectivement par ce remaniement, ou du moins ce lifting, puisqu'il s'agit effectivement d'un seul poste et d'une seule personnalité qui a été concernée par ce remaniement. Donc pour moi, effectivement, c'était une surprise. Et puis, mais je crois savoir aussi effectivement que tel que c'était parti, il fallait bien que ça arrive un jour, parce qu'effectivement, c'est le seul survivant du gouvernement Roch qui est resté après le putsch. Donc, une surprise pour vous. Madi de Gungue, est-ce que vous avez été surpris comme Bourema Ouedraogo? Bon, je peux attester également comme le Bourema Ouedraogo. Voilà, et effectivement, ça a été également une surprise pour notre corporation, parce que pour nous, on pensait que ce remaniement allait être beaucoup plus profond que cela, donc se limiter peut-être au ministère de la Défense. Bon, pour le moment, qu'est-ce qui motive plus profond, mais est-ce que vous attendiez à ce que Barthélémy Simporé soit éjecté? Bon, moi, personnellement, on s'entendait effectivement qu'il soit éjecté, parce que vu les résultats engrangés, bon, on avait déjà les échos qu'il allait être retiré du gouvernement, mais avec certains membres également, pas lui seul, mais comme je l'ai dit et comme a attesté vraiment, c'est vraiment une surprise pour nous. Donc voilà. Vous n'êtes pas surpris par le départ de Simporé, mais vous êtes surpris par le caractère très léger de ces remaniements. Vraiment, Drago, on peut maintenant en arriver aux raisons éventuelles. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce changement à la tête de ce ministère? Au-delà du fait que, selon vous, il a été le seul survivant du gouvernement Roch. Je crois que la première surprise pour ce qui concerne le général Simporé est qu'il a été nommé ministre après le coup d'État le 24 janvier. Ça, c'est la toute première surprise. Après ce coup d'État, on s'est dit effectivement que celui qui incarnait effectivement la stratégie, qui devait piloter, qui était censé piloter la lutte contre le terrorisme sous Roch Kaboré, ne pouvait pas être celui effectivement qui allait être reconduit à partir du moment où on a fait le constat de l'échec de Roch Kaboré. Ouais. Donc, si on fait le constat que Roch Kaboré a échoué, on devrait en même temps tirer les conséquences effectivement que c'est un échec aussi du général Simporé. C'était un paradoxe au départ. Sauf que ce paradoxe-là n'a pas été respecté dès le départ. Et on s'est posé beaucoup de questions de savoir pourquoi effectivement le général Simporé a survécu au régime Roch Kaboré. Pour beaucoup d'observateurs, c'était le traite de service, excusez-moi le terme. Donc c'était le traite de service, c'est tellement pour ça effectivement qu'il a été récompensé avec son maintien au poste du ministère de la Défense. Ce qui est, donc on n'est pas surpris effectivement qu'il y ait le prolongement de l'échec, parce que s'il a échoué sur Roch, moi je ne vois pas comment il va réussir sous Damiba. Donc maintenant, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est que pendant qu'on le libose,
on était en droit d'espérer, de croire effectivement qu'il réussissait, puisque dans tous les discours, y compris du président du Faso, l'armée monte en puissance, il y a des résultats engrangés sur le front de la lutte contre le terrorisme, et les forces armées se réorganisent de façon opérationnelle et beaucoup plus efficacement qu'avant. Donc toutes les conditions étaient réunies effectivement pour qu'on dise que ce ministre-là devrait être intouchable parmi l'ensemble des ministres. Sauf si aujourd'hui effectivement on nous dit que l'ensemble des acquis dont se prévaut la transition effectivement, c'est contre, ou du moins en tout cas, peut-être que ça aurait été mieux sans le général Semporé qui aurait été effectivement le frein par rapport à tout ce qu'on a mis en œuvre. Mais il ne faut pas se méprendre, on croit savoir que depuis qu'il y a eu le coup d'État et qu'on a commencé à mettre en place le dispositif opérationnel de lutte contre le terrorisme, on a comme l'impression que le ministère de la Défense était plus réduit aux aspects administratifs parce qu'on a créé le centre, comment on appelle, les COTN, le centre, le commandement des opérations du théâtre national, donc le COTN, qui devrait effectivement être l'organe opérationnel chargé de diriger les opérations de sécurisation du territoire national. Maintenant, effectivement, il est rattaché, ce COTN est rattaché directement au président du Faso. Ouais. Donc, on a comme l'impression qu'en fait, on avait maintenu le général Barthélemy Semporé sans effectivement l'associer effectivement à toute la stratégie, ou en tout cas à l'opérationnalisation de la stratégie de lutte contre le terrorisme ou de sécurisation du territoire national. Et du coup, effectivement, il devient visible facilement, qu'on peut sauter facilement sans que ça ne porte préjudice au système de façon globale. Les raisons éventuelles, selon vous, Mamadi en toute objectivité, je pense que je partage son point de vue. Parce que, il faut le dire, le général Semporé, depuis, c'est-à-dire l'avènement Roch Kaboré, avait déjà même montré ses limites. Voilà, il avait déjà montré ses limites parce que depuis qu'il avait été nommé, on pensait voir quand même la régression des attaques, mais vous voyez que sous lui, ça a été vraiment, ça s'est empiré. Voilà, ça s'est empiré. Donc, dire aujourd'hui que le général Semporé, on est surpris du fait qu'on l'enlève, bon, ça, c'est une évidence aujourd'hui. C'est une évidence qu'on on avait déjà en tête qu'ils allaient l'enlever. Voilà. Mais donc, comme vient de le dire Bourema Ouedraogo, oui. Actuellement, l'armée monte en puissance quand on écoute le gouvernement. Ou bien ce n'est pas à mettre à son actif? Bon, l'armée monte en puissance. Je pense que c'est tenant compte quand même de certains indicateurs. Voilà, qu'ils tiennent peut-être ces affirmations-là. Et bon, comme souvent, comment dirais-je, les trucs, les statistiques sont annuelles. On ne peut pas, dès maintenant, parce qu'ils n'ont pas un an d'abord de... Voilà, ils n'ont pas encore un an. Donc on attend peut-être les un an pour savoir effectivement si effectivement l'armée monte en puissance ou pas. Parce que c'est tenant compte de certains indicateurs que nous pouvons. Mais d'ores et déjà, on peut déjà de façon physique observer, parce que la recrudescence des attaques sous Roch et aussi le fait que les populations étaient beaucoup plus ciblées, et aussi le fait aussi que nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire tombaient de jour en jour, on peut dire qu'il y a quand même une régression. On peut le dire, on ne dit pas que la situation est quand même rose, mais néanmoins, en toute objectivité, je pense qu'on peut dire que la situation est quand même acceptable pour nous, personnellement. La situation est acceptable. Mais dire que l'armée monte en puissance, ceux qui le disent certainement, peut-être ont des indicateurs qui les permettent de tenir ces affirmations-là. Mais dont moi, je ne maîtrise pas. Alors, Bourema Ouedraogo, parlant toujours des raisons, on entend aussi d'autres sources qui disent qu'il y aurait des discordes entre le général Semporé et le président du Faso sur, par exemple, les choix des partenaires stratégiques. Beaucoup pensent que Semporé serait anti-français, ce qui ne serait pas le cas pour le président du Faso, d'où donc la discorde entre les deux. Est-ce que cette hypothèse est possible? En tous les cas, il n'y a pas que le ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense soit anti-français et que le président est pro-français, normalement, il ne devrait pas se retrouver dans le gouvernement. Parce que le président du Faso est celui qui édicte la politique étrangère de l'État, c'est celui qui, effectivement, l'incarne et devrait, effectivement, avoir des gens
qui soutiennent son œuvre, sa politique. Donc si déjà Semporé et lui ont une divergence à ce niveau, moi je ne comprends pas pourquoi il a été même dans le gouvernement pendant 7 mois. Parce que en fait, ça ne devrait pas arriver. Cela pourrait expliquer aussi son départ. Oui, mais en fait, pourquoi on aurait nommé quelqu'un qui ne partage pas la même ligne politique que vous dans un gouvernement? Peut-être que si on trouve aujourd'hui les raisons qui ont prévalu au maintien du général Semporé dans le gouvernement après le coup d'État, on pourrait facilement expliquer les raisons de son éjection. Donc cette hypothèse moi, je crois que, est à exclure selon vous aussi? Exactement, hein, parce que pour moi, comme on l'avait si bien dit dès le départ, le général Semporé, je l'affirme, il avait déjà montré ses limites. Et également, c'est-à-dire le fait d'avoir été retenu au gouvernement d'Amiba, c'est quand même peut-être le fruit aussi de sa traîtrise, on peut le dire, hein. C'est le fruit de sa traîtrise. Mais vous savez qu'aujourd'hui, le régime quand même se sent très mal, parce que qui trahit sera toujours trahi. Le régime se sent quand même très mal quand même d'associer, moi c'est l'opinion que je me fais, d'associer quelqu'un qui a déjà trahi. Vous voyez, c'est difficile. Est-ce que tous n'ont pas trahi? Parce qu'on se rappelle aussi que même Damiba a été nommé récemment par Kaboré, juste avant le coup d'État. Vous avez, avant de répondre à cette question, vous avez parlé de la montée de l'armée, voilà, de la puissance de l'armée. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, quand vous prenez même la carrure même du ministre Semporé, vous remarquerez que le ministre Semporé, il est beaucoup plus flax, si je peux le dire. Parce qu'aujourd'hui, les OSC aujourd'hui tapent sur la table, demandent des résultats sur le plan sécuritaire. Et également le plan social, etc. Il veut des résultats. Et pour avoir ces résultats, il a un ministre qui est là, qui ne lui donne pas ce résultat. Vous savez, c'est comme si le président d'Amiba a comme l'impression que le ministre Semporé travaille au diesel alors que lui veut des résultats avec du super. Donc vous voyez que c'est quand même difficile pour quelqu'un même qui a une carrure déjà flax, même s'il travaillait, je pense que le fait d'être si lent, peut-être c'est ça aussi qui a peut-être conduit à ce qu'on les vexe, pour moi. Donc pour vous, le chef d'État veut aller vite, puisque les OSC sont pressants, puisque les OSC tapent sur la table, donc il faut des résultats. Non, en fait, moi, j'insiste dessus. Hein. Pour moi, aujourd'hui, en fait, le limosa du général Semporé devait s'accompagner d'une reconnaissance de la réalité du terrain. Si on nous avait dit aujourd'hui que, effectivement, par rapport aux résultats, parce que ça met mal à l'aise, parce que en fait, ça intervient au lendemain du discours du chef de l'État, où il avait dressé un tableau tellement beau. Soit dit en passant, moi je viens de rentrer de la région du Centre-Nord, où j'y ai fait pratiquement une semaine. Et quand vous partez là-bas et puis vous écoutez, c'est d'ailleurs depuis Kongoussi que j'ai suivi le discours du chef de l'État, et je sais ce que j'ai entendu après le discours. On n'est pas à ce niveau. Mais quand on regarde les résultats aujourd'hui, qu'on dit les résultats sont tellement beaux, on a tellement d'acquis, on a tellement réussi des choses. S'il y a quelqu'un qu'on doit... Au contraire, moi je pensais qu'on devait remercier le ministre de la Défense après le discours du chef de l'État. Peut-être même lui trouver s'il y avait peut-être une promotion, plus que ce qu'il avait, lui faire une promotion, mais pas le limoger. Parce qu'effectivement, soit on a un discours qui constate la réalité, qui dit vrai au peuple burkinabé et qui permet effectivement de justifier certaines décisions, là, effectivement, on aurait compris. Mieux, si effectivement le général Semporé le problème c'était le général Semporé, on aurait pu trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Mais là, le chef de l'État s'est approprié le portefeuille de la Défense, même s'il a nommé un ministre délégué. Ça veut dire qu'en fait, le problème est beaucoup plus profond que la personne du général Semporé. C'est un problème de confiance. Moi, je crois que le problème, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, que le président, effectivement, essaie de régler lui-même, parce qu'effectivement, il veut avoir un regard sur le fonctionnement du ministère de la Défense. Peut-être qu'il y a des soucis à ce niveau qui méritent effectivement qu'ils soient regardés au plus haut niveau. Mais tout cela, effectivement, je l'ai dit et je le répète, ça doit se faire dans un cadre. C'est vrai que l'armée, on n'a pas dit de venir mettre sur la place publique
ce qui se passe au sein de notre armée. Nous sommes des Burkinabés. Nous n'avons pas besoin effectivement qu'on expose notre armée, parce que si on expose notre armée, c'est nous-mêmes qu'on expose. Mais nous pensons qu'il y a un minimum de vérité qu'on peut dire au peuple, qui peut mobiliser ce peuple autour de son armée, parce que quand le président dit que le peuple est incapable de mobiliser autour de son armée, parce que justement, le peuple sent que son armée ne lui dit pas la vérité. Le peuple sent que le discours que son armée tient n'est pas conforme à la réalité qu'il vit au quotidien. Quand vous partez à Kongoussi, vous sortez à partir de 20 km de Kongoussi, vous ne pouvez plus avancer. Si vous n'êtes pas escorté, soit par des VDP, soit par les forces armées nationales. Donc, quand vous quittez Ouagadougou, vous partez à Kaya. Dès que vous sortez de Kaya en direction de Dori, vous vous rendez compte effectivement que le Burkina Faso se limite pratiquement en ce moment à 15-20 km de Kaya. Et que ceux qui, pour s'y aventurer, il faut être un vrai dur. Et il n'y en a pas. Donc il y a un certain nombre de choses, moi je crois, qu'aujourd'hui, si on veut vraiment que les Burkinabés se mobilisent autour de l'armée, il faut qu'on mette l'armée, il faut que les Burkinabés comprennent qu'on leur dise un minimum de vérité. Qu'on sente que l'armée est compatissante par rapport à la situation que le peuple vit au quotidien. Qu'on sent que l'armée a conscience de la psychose, de la peur avec laquelle nous dormons chaque jour avec nos enfants, nos femmes à la maison. Tant qu'on ne va pas comprendre ça, on ne peut pas mobiliser les gens, parce qu'on a comme l'impression qu'on assiste à une sorte de déni face à la réalité. Et quand quelqu'un vous dit que vous êtes dans le déni, vous ne pouvez pas l'avoir avec vous, parce qu'il ne vous fait même pas du tout confiance pour le moment. Voilà. Donc pour vous, ce limogeage pourrait être dû à un malaise au niveau de la chaîne des commandements de l'armée? Pour moi, il doit y avoir un malaise, soit effectivement dans les rapports entre le président Damiba et le général Semporé. Ça aussi, peut-être qu'à un moment donné, effectivement, le général Semporé peut-être s'est rendu compte que ce n'était pas sa place là-bas. Avec les jeunes, et il aurait été mal inspiré effectivement de rester dans le gouvernement, et peut-être ferait des choses qui ne soient pas dans le sens souhaité par le président Damiba. Donc il y a un certain nombre de choses, mais moi je dis et je le répète, il appartient effectivement, ça dit, on peut communiquer autour de ces questions sans entrer dans les détails. Il faut rassurer l'opinion, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Il a trahi Roch, et il était en train de trahir Damiba. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on entend. Mais il faut faire attention. Il faut créer les conditions que les Burkinabés ne vivent pas avec des rumeurs. Mais tant que l'État ne donne pas l'information, tant que ceux qui gouvernent ne donnent pas l'information vraie, il va falloir, et malheureusement, le peuple va devoir se contenter des rumeurs. Et les rumeurs, c'est jamais bon, effectivement, pour une opinion publique, c'est jamais bon pour un peuple, c'est jamais bon pour ceux qui gouvernent. Madi Degungen, pour Bourema Ouedraogo, il y a forcément quelque chose qu'on nous cache. Sinon, on ne peut pas dire en même temps que l'armée monte en puissance et limoger le ministre de la Défense. C'est quand même logique. Bon, au fait, c'est comme je l'avais maintenu précédemment. C'est-à-dire, bon, ce sont que des hypothèses, hein, parce que nul ne connaît la véritable raison qui a poussé quand même au limogeage du ministre Semporé. Mais je pense réellement que ça y va de chacun son opinion. Mais nous pensons que certainement il y a un malaise, ça il faut le dire. Il y a un malaise qui ne dit pas son nom. Seul peut-être le président Damiba peut donner ces raisons-là. Nous sommes juste là peut-être pour spéculer. Et j'aimerais un peu rebondir sur ce que Bourema a dit. Et concernant au fait, le fait qu'il dit que l'armée ne dit pas que le limogeage devait s'accompagner avec quand même comment dire, une vérité, je ne sais pas, pour emprunter vos... On explique un peu au moins. Voilà. Parce que du côté officiel, on n'a aucune information officielle expliquant le limogeage. Effectivement. Aucune information. Exactement. Voilà. Donc pour moi, bon, le fait qu'on n'a pas d'informations, je pense que vous êtes les mieux placés pour peut-être nous trouver. Nous, on est peut-être là que pour spéculer. Mais juste pour dire que si aujourd'hui le général Semporé a été limogé, certainement lui-même peut-être connaît les raisons aussi de son... On n'en dira pas plus. Moi, en tout cas, je n'en dirai pas plus. Voilà. En tout cas, on a quelques éléments d'information à travers certaines sources qui pensent qu'il y aurait un désaccord en termes des choix de partenaires stratégiques. Voilà. On dit même qu'il y a des divergences entre lui et le Premier ministre
qui penseraient effectivement qui ne respecteraient pas un certain nombre de choses et passeraient aux yeux du Premier ministre comme un super ministre. Voilà. Mais tout ça, c'est pour ça que je dis, la seule façon, on peut effectivement discuter de l'information officielle. Mais je crois que quand on fait un remaniement, il y a un minimum d'informations. Ne serait-ce que pour dire que c'est pour la cohésion au sein du gouvernement, ne serait-ce que c'est pour dire qu'il y a quand même un certain nombre d'urgences que le président veut assurer lui-même, puisqu'il prend le portefeuille. Mais parce qu'en fait, de par le passé, on a vu ça. Sans forcément aller dans les détails. Voilà, sans forcément aller dans les détails. Voilà, une orientation. De par le passé, on a eu ce genre de situation et on a essayé d'expliquer. Mais, même si on n'a pas fait un communiqué, mais au détour d'une conférence de presse du porte-parole du gouvernement ou au détour de quelque chose, on apprend des choses. Même si l'opinion n'est pas d'accord avec ce qui est dit officiellement, au moins on a tenté une explication. Sauf que là, on assiste à un léger remaniement et puis la vie continue comme si de rien n'était. Voilà. Le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir rassurer les Burkinabés. Et pour rassurer les Burkinabés, il faut bien plus que des termes qu'ils ne comprennent pas. C'est ce que je veux dire. Bon, je pense que sur cet aspect-là, je pense qu'on... Vous comprenez parfaitement. Alors, rassurer les Burkinabés, c'est ce que le président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, va tenter de faire désormais en tant que ministre de la Défense. On va poser cette question. Sera-t-il efficace quand on sait que déjà, il est président du Faso, président du COST, chef de la 3e région militaire, bon, maintenant ministre de la Défense. Est-ce que ce n'est pas trop pour une seule personne? Moi, je trouve que c'est déjà la fonction présidentielle, c'est trop pour une seule personne. Et quand on incarne cette fonction présidentielle, on doit effectivement se donner les moyens de pouvoir assumer cette fonction dans sa plénitude, sans chercher effectivement à s'ajouter d'autres tâches qui sont aussi complexes les unes que les autres. Quand vous prenez, c'est pour ça d'ailleurs j'avais pensé effectivement au moment de l'adoption de la charte que le fait que le président de la transition préside le COST n'est pas une bonne idée, puisque c'est un conseil d'orientation qui est censé aider à orienter la transition. Mais comment celui qui a besoin d'être orienté peut lui-même présider le conseil d'orientation? Ça, c'est un premier problème. Quand on prend le ministère de la Défense dans un contexte de guerre, le président du Faso, effectivement, prend le ministère de la Défense dans ce contexte-là, avec ce que cela implique en termes... C'est vrai qu'il y a un ministre délégué derrière, mais au-delà des questions opérationnelles, il y a tout un ensemble de questions organisationnelles, des questions administratives, et tout ça. Est-ce qu'il peut gérer ça dans un contexte de guerre et pouvoir gérer, effectivement, comme on appelle, les urgences au niveau de la présidence du Faso? Ensuite... Même si vous avez évoqué la question, ça prend quand même du temps. Oui, même des paraphés à signer, ça prend du temps. Effectivement. Vous avez évoqué la question de la 3e région militaire, qui est la plus grande région militaire du Burkina quand on regarde la superficie et les zones qui sont concernées, qui sont d'ailleurs les zones les plus exposées, les zones à haut défi sécuritaire, comme on le dit. Et jusqu'à présent, ce poste n'est pas pourvu, donc on suppose que son titulaire, qui était le président Damiba, est toujours effectivement détenteur du portefeuille. Maintenant, est-ce qu'avec tout cela, l'officier lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a suffisamment les épaules trop larges, les reins très solides pour le porter? C'est tout le mal que nous lui souhaitons. Parce que le plus important, ce n'est pas Damiba, ce n'est pas vous et moi, c'est le Burkina Faso. Et s'il réussit, effectivement, comme je l'ai dit, c'est un couteau à double tranchant. S'il réussit et que dans quelques mois, les Burkinabés sont satisfaits des avancées sur le front de la lutte contre le terrorisme, il va rentrer dans l'histoire parce qu'effectivement, il aura réussi quelque chose que les Burkinabés attendaient. Mais si, effectivement, lui, en tant que ministre de la Défense, la situation continue comme ça dans quelques mois, moi, j'ai bien peur, effectivement, qu'on crée les conditions pour envenimer davantage la situation nationale. Madi de Gungé, pensez-vous que le plan du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, pourra réussir là où son prédécesseur n'a pas trop réussi? Bon, je pense que vraiment, il a un peu tout résumé. Voilà, donc en toute objectivité, moi je pense que le président du Faso, bon, vu le nombre de charges quand même qu'il porte actuellement,
est-ce que ça va pas peut-être peser un peu sur son efficacité à atteindre certains résultats, c'est-à-dire les résultats bien connus de tous? Bon, ça c'est une question d'interrogation. Mais moi je me suis dit, comme il a dit, il y a un point où peut-être je ne partage pas trop le fait que le président Damiba occupe ce poste-là, c'est au niveau du COS. Ouais. Moi, je pense que ce poste-là, il devait quand même se décharger de ça. Parce que, comme l'a dit vraiment, quelqu'un qui a besoin d'orientation, de suivi, normalement, cet organe devait être un organe indépendant. Mais quand le président est associé, vous-même, vous voyez déjà ce que ça peut produire. C'est comme si on va rester encore dans ce qui est improductif. Voilà. Moi, je préfère peut-être que ce poste-là, il puisse peut-être se dissocier du poste, permettre à ces gens-là de produire des stratégies afin d'orienter un peu la transition. Parce que si on crée des organes, ces organes-là, quand même, on ne les crée pas parce qu'on crée pour donner des postes ou bien distribuer de l'argent. Non. Il y a des charges. C'est parce qu'il y a une préoccupation qui est là. Il y a un problème qui est là. Donc ce problème-là nécessite quand même... Parce qu'aujourd'hui, quand on prend par exemple la plupart des ministres qui sont chacun à son poste, beaucoup même ne savent pas où commencer, peut-être même depuis qu'ils sont nommés... Tellement il y a des choses à faire. Puisqu'ils sont venus faire de la continuité. Vous pensez qu'actuellement, avec ces personnes déplacées internes qui sont là, nous sommes en saison hivernale. On aurait dû peut-être réfléchir, penser stratégie, comment ces personnes-là peuvent être productifs. Des personnes qu'on loge, ils ne produisent rien. Vous pensez que ce n'est pas un problème pour demain? Ce n'est pas une famine qui se prépare à venir. Moi, je pense que on aurait dû peut-être penser stratégie, des projets qui permettent peut-être de récupérer ces personnes-là. Le Burkina Faso ne se résume pas à Ouagadougou. Il y a des terres, quand vous sortez de Ouaga, vous sortez un peu partout, vous voyez que les terres sont là. Pourquoi ne pas prendre ces personnes-là pour les attribuer des terres afin qu'ils soient productifs? Alors, on en parlera tout de suite. Donc, à vous écouter, en tout cas, vous pensez que le président du Faso, en tout cas, n'aura pas la tâche facile. Il est aujourd'hui président ou à la tête de 3 institutions et d'une région militaire, le COST qui est une institution, le ministère de la Défense qui est une institution, la présidence du Faso qui est une institution et la 3e région militaire, en tout cas qui est la plus grande région militaire. On va fermer cette page pour parler maintenant de ce remaniement gouvernemental, ministériel, j'allais dire, qui est léger. Est-ce que c'est un remaniement qui aurait dû être plus profond que cela? Je commence par vous parce que vous étiez en train de parler du fait qu'il fallait penser stratégie pour voir comment rendre les déplacés internes productifs. Moi, je pense... Est-ce que vous pensez à des ministres qui auraient dû aussi quitter les navires? Moi, vraiment, j'aurais voulu que le président creuse davantage. Parce que c'est limité seulement à enlever le ministre de la Défense. Comme l'a dit vraiment... Certainement, il y a des raisons qu'on ignore, mais bon, l'essentiel, peut-être dans l'avenir, on en saura plus. J'aurais voulu qu'on creuse encore davantage. Parce qu'il y a certains ministères qui sont là. Exactement le rôle... Vous ne voyez pas qu'est-ce qu'ils produisent concrètement. Il n'y a pas d'impact. Si on doit chasser un régime, ils sont venus prendre le pouvoir. Je pense que c'était des grandes décisions de l'innovation qu'ils allaient nous apporter. Mais quand on vient, c'est comme si c'est un peu de la continuité. Est-ce que vous voyez? C'est vrai aujourd'hui, le FLN est dans cette optique de soutenir la transition. On l'a dit ouvertement, on soutient la transition. Mais nous ne les soutenons pas parce que, aveuglement, on les soutient avec quand même des objectifs et des exigences. Des exigences aussi. On a besoin de résultats. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple le ministre de l'Agriculture, il aurait dû peut-être profiter, moi je pense, pour ma part, parce que ces personnes déplacées, assis comme ça, vous voyez que ça ne sert pas. Il y a une famille qui, vous voyez comment, c'est-à-dire le Burkina a été coupé. Il y a une grande partie, surtout la bonne partie qui est le grenier de ce pays-là, qui est occupé. Comment on va nourrir, nous-mêmes personnels, nous-mêmes on va se nourrir, à plus forte raison s'occuper des déplacés internes. Donc c'est pour dire qu'on ne dépendra que de l'aide extérieure. Alors que qui dit aide extérieure, vous savez aussi tout ce qui est derrière.
Donc, également, ce n'est pas seulement le ministère de l'Agriculture, il y a certains ministères. Qu'est-ce qu'ils produisent? Comme quel ministère? Moi, je prends par exemple le ministère, comment on appelle? Moi, je pense que cette transition, soit on est en transition, soit on n'est pas en transition. Nous, on le dit ouvertement et objectivement. Une transition est venue. Il y a des sondages qui ont montré que des Burkinabés ont placé en premier plan la sécurité. Et après la sécurité, il y a également des points qui ont été cités. Mais quand on vient et que la sécurité, on n'arrive pas, mais au moins que les autres points, soit on sent qu'il y a réellement la volonté d'aller de l'avant. Mais on sent, quand on prend par exemple au niveau de la jeunesse, le chômage qui est toujours là. Quand on prend par exemple au niveau de la justice, des dossiers qui sont toujours... Nous, on pensait que c'était la période, même le problème foncier, c'était la période pour évacuer tous ces dossiers. Mais regardez, nous sommes en transition, c'est ce que nous on le dit à chaque fois. Donc la justice, l'urbanisme, la jeunesse, l'agriculture, souvent c'est dans cette période d'exception qu'on règle toutes ces questions. Parce que personne ne peut sortir contester ce que vous dites. Parce que ce n'est pas une période... Ils n'ont pas pris le pouvoir démocratiquement, tout le monde le sait. Mais on reste toujours en démocratie. Parce je suis d'accord, mais c'est un semblant de démocratie pour moi. Ils auraient dû taper sur la table. Les dossiers judiciaires, ils auraient dû évacuer. Le problème foncier, c'est la période pour régler tout ça. Quand vous prenez même au niveau du Matede, il y a plein de dossiers qui sont bloqués là-bas. Pourquoi? Il faut évacuer. Parce que quand vous-même, vous venez jouer le rôle des anciens qui, politiquement, parce que l'administration a été politisée, vous venez jouer le rôle des anciens, les systèmes qu'ils ont installés. Donc, ça veut dire vous-même déjà, vous créez aussi votre départ. Oui. Pour ma part, en tout cas, vous créez votre départ. Donc, la sécurité et l'administration territoriale sont aussi indexées. Oui, donc, bien sûr. vous pensez que c'est un remaniement qui aurait dû être plus profond. Et dissoudre certains ministères pour être associés. Parce qu'il y a certains qui sont quand même... par exemple, le ministère des cultes religieux, ça sert à quoi? Vous attaquez même l'organigramme du gouvernement. Alors, vraiment, Drago, est-ce que vous inscrivez dans cette logique également? La vérité, c'est que moi, je fais partie de ceux qui pensent effectivement que... Depuis longtemps, on le dit, et après 3 mois de constat de l'évolution de la transition, je fais partie des premiers qui ont dit effectivement que on doit avoir courageusement, on doit avoir le courage de regarder derrière dans le rétroviseur, constater effectivement que cette transition a des problèmes du fait du dysfonctionnement au niveau de certains de ces organes. À commencer effectivement par l'exécutif, donc le gouvernement. Avec le recul, quand on regarde, est-ce qu'on avait besoin de 25 ministres? Est-ce qu'il n'aurait pas été suffisant de mettre en place effectivement un gouvernement très resserré autour de 15 membres, 16 membres, et orienter l'action essentiellement sur la sécurité. Ce qui nous donne en termes de budget, ce qui nous donne en termes de budget, des restrictions dans le fonctionnement de l'État, parce que quand on parle de réduction du train de vie de l'État, ce n'est pas en donnant pas de bon sens à quelques individus qu'on va réduire les trains de vie de l'État. Mais quand on comprime les ministères, ça veut dire que c'est le fonctionnement même des ministères qui pose problème. Et faire en sorte effectivement que le noyau gouvernemental qu'on a, c'est essayer de gérer les affaires courantes concernant le reste de la vie nationale et permettre à ceux qui sont chargés effectivement des questions sécuritaires, de la gestion des personnes déplacées internes, de la réinsertion sociale de tous ces acteurs, y compris, puisque quand vous prenez aujourd'hui les gens qu'on reprend par le dialogue, qu'on veut réinsérer, tout cela effectivement, ça aurait dû être pensé dès le départ et ressenti dans l'ossature du gouvernement. Ensuite, quand vous prenez l'ALT, moi franchement aujourd'hui, qu'on me donne effectivement la plus-value de cette ALT. Est-ce qu'on ne va pas se concentrer sur le gouvernement? Non, c'est pour revenir, c'est pour dire en fait que le gouvernement, oui, c'est pas seulement au niveau du gouvernement. Ça dit que les organes de la transition aujourd'hui, le gouvernement est à l'image de l'ensemble des organes de la transition. Et si effectivement on veut faire un réaménagement en profondeur du gouvernement, on doit regarder au-delà du gouvernement pour tenir compte effectivement des exigences et des résultats. Mais aujourd'hui même, on a la possibilité, on a la chance de pouvoir le faire parce que c'est à l'épreuve de la pratique. Ça dit aujourd'hui, après 7 mois, bientôt 8 mois, on sait ce qu'on peut faire. Je crois que aujourd'hui, si le président Damiba et tout son entourage doivent être à mesure effectivement de savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. On a vu récemment l'évaluation qui a été faite par le Premier ministre parce que
en tout cas, les ministres avaient un contrat d'objectif, voilà. En tout cas des contrats d'objectifs. Et même cette évaluation, quand j'ai entendu le ministre, quand j'ai entendu le Premier ministre de la Défense seulement qui... Non, quand j'ai entendu le Premier ministre après, quand j'ai entendu le Premier ministre, il n'a même pas dit qu'il y a un ministre qui n'a pas réussi. Mais globalement, effectivement, j'avais l'impression que tous les ministres avaient 20 sur 20. Parce qu'on ne nous a rien dit. Est-ce qu'il y a d'autres ministères qui auraient pu être aussi... Pour moi, quand on prend des ministères sectoriels comme ça, on va se fourvoyer. Mais par contre, je dis, tout est question de l'orientation globale qu'on se donne. Si l'objectif est de nous concentrer essentiellement sur la lutte contre le terrorisme, récupérer notre territoire, réinsérer les déplacés internes, faire en sorte qu'on crée des emplois, qu'on crée effectivement un certain nombre de situations qui soulagent les Burkinabés dans leur majorité. Je crois effectivement qu'en ce moment-là, ça permet d'avoir une ossature du gouvernement qui correspond effectivement à cet objectif. Mieux, ça dit, le problème c'est que ceux qui ont rédigé le projet de Sattler avaient proposé un gouvernement plus restreint. Ils ont augmenté, d'autres sont venus aux assises, ils ont augmenté le nombre du gouvernement, le nombre de membres du gouvernement. Donc, pour moi, si aujourd'hui on doit faire un remaniement, le remaniement doit s'inscrire dans une autre, dans un recadrage global de la transition autour de l'objectif essentiel, comment on sauve le Burkina Faso. Quel ministère fallait-il supprimer, par exemple? Pour moi, non. Et quel ministère garder aussi? Quand je dis ça, si vous me dites... Parce que lui, il a parlé du ministère en charge des affaires religieuses. Mais ce qu'il a dit, c'est pas... Ce qu'il a dit, c'est pas de supprimer le ministère de l'Agriculture. Non, non, il parle des affaires religieuses. Voilà. C'est ça, non? Lui, il a parlé des affaires, du ministère en charge des affaires religieuses, qui serait, en tout cas, pas opportun, selon vous. Quel impact? Voilà. Dans un gouvernement resserré, gouvernement resserré, il y a déjà un ministère qui s'occupe des questions depuis très longtemps au Burkina Faso. Administration territoriale. Administration territoriale. Et j'ai été surpris d'ailleurs de voir effectivement la création de ces ministères. Mais globalement, lui dit qu'il n'y a pas eu de changement. Quand vous regardez même, en dehors du ministère des Affaires religieuses qu'on a créé, en dehors de certains au niveau de l'action humanitaire qu'on a essayé de changer de dénomination. Mais tout le reste là, c'est le gouvernement, les intitulés, mais c'est pratiquement à 100% l'intitulé du gouvernement Zerbo. Donc, on n'a pas changé à ce niveau. Les budgets qui sont venus trouver, c'est les budgets du gouvernement Zerbo. Moi, jusqu'à présent, je n'ai pas vu l'ALT adopter un nouveau budget. En tout cas, la loi des finances rectificative n'a pas été votée jusque-là. Aucune loi des finances rectificative n'a été votée. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, quand vous dites continuité, c'est exactement dans la continuité. Mais comment, effectivement, on peut faire un coup d'État pour chasser un régime incompétent et on vient faire de la continuité de ce régime? Alors, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des ministres qui ne bougent pas trop, qu'on aurait pu aussi peut-être éjecter? Est-ce que c'est pas parce que la sécurité ou la situation sécuritaire empêche les ministres aujourd'hui de travailler qu'on pense finalement que ces ministres-là ne bougent pas? Parce que c'est difficile aussi aujourd'hui pour un ministre, en tout cas, de mener des activités en dehors de Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et de quelques villes. Vous pensez qu'à cause de la situation sécuritaire, il faut arrêter de vivre? Je dirais non. Voilà, je dirais non. C'est-à-dire, au fait, chaque ministre est là à une feuille, quand même, une feuille de route bien Vous avez parlé du ministre de l'Agriculture, ministre de l'Agriculture aujourd'hui qui ne peut pas aller dans certains villages du Burkina. C'est difficile pour lui de travailler. Oui, puisque pour moi, vu la situation, j'aurais dû peut-être s'adapter aussi à la situation. Est-ce que vous voyez? J'aurais dû s'adapter à la situation. Parce que c'est ça. Si on refuse de s'adapter, on refuse d'innover, on refuse d'apporter du souffle ou du nouveau. Ouais. Mais écoutez, les Burkinabés vont se dire, non, il faut qu'on le dise. Parce que c'est un coup d'État. Moi, je le dis. Nous, on a l'habitude de condamner les coups d'État. Mais ce coup d'État-là, si on a décidé de soutenir, c'est parce qu'on s'attendait à un idéal. Pour nous, il y avait une vision derrière ce coup d'État, c'est de récupérer le territoire burkinabé et que la paix revienne et que les Burkinabés vaquent à les occupations. Pour nous, c'est pour ça que nous avons soutenu. D'accord. On ne peut pas permettre à des gens qui sont nommés de venir, au lieu de chercher à innover, envoyer
des idées qui vont permettre aux gens de voir effectivement qu'il y a des résultats palpables. Oui. On est toujours là, on vient trouver un ancien système qui est là. On gère les anciens dossiers. Et on gère, vous voyez qu'il y a un problème. Merci, on est déjà pris par le temps. Brema Ouedraogo, est-ce que ce n'est pas la situation sécuritaire qui empêche les ministres de travailler? Et cela donne l'impression qu'ils ne bougent pas assez. Si tel le cas, ça pose un problème parce qu'on aurait dit à la conception du gouvernement tenir compte du contexte sécuritaire avant de former le gouvernement. Parce que si c'est la raison un peu ce que vous étiez en train de dire, à savoir former un gouvernement très restreint pour s'occuper de la situation sécuritaire et des questions existentielles seulement. Voilà, exactement. Et puis on règle beaucoup. Non, on peut régler beaucoup de problèmes. Même les questions avec un gouvernement même avec un gouvernement resserré. On ne supprime pas les directions provinciales de l'agriculture. On ne supprime pas les directions régionales de l'agriculture. On ne supprime pas les directions régionales de je ne sais quoi. Mais aujourd'hui, le problème qu'on a, quand vous prenez, malgré la situation difficile, ce gouvernement nomme des gens à des postes où les gens ne peuvent pas aller. C'est là où ça pose un problème. Comme on peut nommer un commissaire, un haut commissaire, en sachant que le haut commissaire, là, la province où il est obligé d'aller s'asseoir dans les chefs-lieux de région. On nomme un préfet en sachant que là où on l'a nommé, aucun représentant de l'administration de l'État ne peut y aller. Mais il continue. Mais est-ce que ce n'est pas aussi dans l'espoir de réinstaller progressivement l'administration publique? Est-ce qu'il faut mettre les charrues avant les bœufs? Il faut récupérer le territoire et puis nommer le préfet. Parce que l'autre problème qu'on a, c'est qu'effectivement, on crée des situations difficilement gérables, non seulement sur le plan budgétaire, parce que quand vous avez un préfet, il a un budget. Quand vous avez un commissaire, il a un budget. Mais est-ce que ça n'aurait pas servi à autre chose? Merci à vous. Vous pensez donc que ce remaniement ministériel aurait dû être plus profond que cela? Merci donc à vous. Brema Ouedraogo, je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Reporter. Et merci également à Mohamadi Ouedraogo dit Madi de Gungen pour votre disponibilité à prendre part à cette émission. On s'est dit donc, c'est tout donc pour 7 jours dans la savane. Merci à l'équipe technique, merci à vous chers téléspectateurs. On va se donner rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau numéro.